Grand journal. Barthélémy Ngom. Nébé, dans le département de Bambey, 2 autres accidents ce matin sur le même site où on avait enregistré l'accident qui a fait 13 morts. Il y a juste quelques jours, le premier accident de ce matin a eu lieu vers 7 heures. Quelques minutes après, l'autre s'est produit. Le bilan de ces 2 accidents fait état de 2 blessés, tous des chauffeurs qui retournaient donc à Porokhan récupérer des clients au lendemain du Magal. Le cri du cœur du chef du service des urgences de l'hôpital de Diourbel qui demandait l'affectation d'un neurochirurgien, il a été bien entendu par la tutelle. La DRH du ministère de la Santé répond favorablement. La commission d'enquête parlementaire mise en place par l'Assemblée nationale sur demande des députés du Parti démocratique sénégalais pour faire la lumière sur une affaire de corruption présumée au Conseil constitutionnel. Elle a peu de chances de réussir sa mission et pour cause le privilège de juridiction du magistrat. Anna Rocha sera avec nous pour le journal international La Presse du jour. Mohamed Ali Mouba. Retrouvez le journal de la CAN après cette session d'information. Bienvenue à tous à la technique Aliouba. Babacar Diouf, bonjour. Bonjour Barthélémy. Alors, à Nébé, justement, 2 autres accidents ce matin sur le même site où on avait enregistré l'accident qui a fait 13 morts. C'était il y a juste quelques jours. Précisez Barthélémy que Nébé se trouve dans le département de Diourbel. Le premier accident a été enregistré très tôt ce matin, vers 7 heures du matin. Excusez la répétition, un véhicule de type Peugeot 406 a heurté un bus sur la même route où a eu lieu mercredi dernier le tragique accident qui s'est soldé par ce bilan macabre de 13 morts. Bart retenait que le chauffeur seul à bord de la 406 s'est retrouvé avec des blessures graves. D'ailleurs, il a été évacué à l'hôpital régional de Diourbel dans un état très comateux. Le second accident enregistré dans l'heure a eu aussi fait un blessé. C'est le chauffeur du car de transport Ndiagandiaï qui a été évacué à l'hôpital régional de Diourbel. Bart, ça fait trop d'accidents sur cet axe, vous le rappeliez tout à l'heure, Diourbel-Gossas. Comme nous l'évoquions hier aussi, cette route est trop exiguë. Les populations ont trop longtemps demandé l'érection de ralentisseurs sur cette route pour permettre aux chauffeurs de rouler correctement, mais aussi doucement sur cette route pour éviter les accidents qui se produisent sur cet axe Diourbel-Gossas. Merci beaucoup Babacar Diouf. Notez que le ministère de la Santé répond favorablement à l'appel justement des responsables de l'hôpital régional de Diourbel qui ont profité de l'accident survenu à Nébé, accident qui, je le rappelle, a fait 13 morts pour déplorer un manque de neurochirurgiens. La directrice des ressources humaines du ministère de la Santé annonce qu'un neurochirurgien leur sera affecté dans les meilleurs délais. Elle révèle aussi que le Sénégal compte 32 neurochirurgien, un chiffre acceptable à ses yeux. Awafal Diagne. Dans tous les cas, s'il y a une demande qui est faite en matière de renforcement de spécialistes, c'est fait de manière très régulière. Et à ce niveau, le problème de neurochirurgien ou autre ne se pose pas. Il suffit juste de vérifier si le plateau technique est adapté et qu'on puisse mettre à disposition le personnel adéquat. Je pense qu'on va en mettre un parce que ça suffit largement pour couvrir la demande qui n'existe pas encore en fait. Il est prévu d'en mettre un pour au moins prendre en charge les blessés et après de voir s'il faudrait renforcer ou augmenter le nombre en fonction de la demande. Et globalement, est-ce qu'il y a assez de neurochirurgiens à travers le pays? Il y en a suffisamment pour couvrir. Au dernier recensement, je pense qu'on était à 32, si je ne me trompe pas. Donc je trouve qu'il y en a assez pour couvrir l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, si vous remarquez, avec les événements malheureux qu'il y a eu dernièrement dans certaines régions, notamment Louga, Kaffrine, on a eu à essayer de renforcer un peu cette spécialité dans ces régions, qui sont des zones très accidentogènes, et d'en mettre dans les zones où il n'y en avait pas. À mon sens, il y en a suffisamment. Maintenant, après la répartition peut poser problème parce qu'il n'y en a pas dans toutes les régions, mais je sais qu'avec le travail de régulation et de référence qui se fait, on pourrait quand même dire qu'il y en a suffisamment pour couvrir et prendre en charge d'éventuels blessés graves dans certaines régions stratégiques du Sénégal. Awa Fall Diagne, la directrice des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Action sociale, elle répondait aux questions de l'adjoint Ndiogou Diène. Et puis ce meurtre présumé à Aix-Seras, Abdoumbaye, le présumé meurtrier, déféré au parquet ce vendredi, selon le commissaire de Pikine qui s'est confié à notre correspondante Salamata Ousmane Diallo. L'enquête ouverte depuis lors a été bouclée ce matin.
Cérémonie de réception ce matin de 515 véhicules et autres engins au profit de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il s'agit notamment de véhicules pour lutter contre les feux d'aéronefs, les incendies biologiques et chimiques, entre autres. Ce programme d'équipement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a coûté 91 milliards de francs CFA. Voici le président de la République, Macky Sall, au micro de Boubacar Dieng. Programme important par son volume et par la qualité et la cohérence de ses équipements. C'est un programme de 91 milliards de francs CFA en un bloc, soit plus de 131 millions d'euros, destiné à rationaliser la montée en puissance de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Comme vous le savez, avec la croissance démographique notée dans notre pays et ses conséquences sur l'expansion accélérée des zones urbaines et périurbaines, il ne fait aucun doute que nous assisterons à une montée des risques de sécurité civile. L'État a donc le devoir impératif de s'adapter rapidement au risque de voir les citoyens, les communautés mis en péril. Cette conviction s'est traduite par la priorité absolue accordée à la sécurité et à la stabilité du Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent en son axe 3 consacré à la gouvernance, à la paix et à la sécurité, avec comme conséquence la montée en puissance de toutes les forces de défense et de sécurité, mais également et en particulier la montée en puissance de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le chef de l'État, Macky Sall, qui, je le rappelle, a réceptionné ce matin 515 véhicules et autres engins au profit de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, midi, bientôt 8 minutes. L'actualité politique. Et nous reparlons justement de cette commission d'enquête parlementaire mise en place par l'Assemblée nationale sur demande des députés du Parti démocratique sénégalais pour faire la lumière sur une présumée affaire de corruption au Conseil constitutionnel. Alors question, cette commission a-t-elle des chances d'y arriver? Question que nous avons posée à des juristes, mais tous s'accordent à dire que les chances sont minimes et pour cause, ils évoquent le privilège de juridiction du magistrat. Mohamed Ali Mouba. Une aberration, cette commission d'enquête parlementaire. Non seulement elle viole le principe de la séparation des pouvoirs, mais elle n'aura aucun pouvoir pour auditionner les magistrats. C'est l'avis du juriste El Ahmed Thiam. Je trouve que cette commission est illégale et ça viole vraiment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la Constitution. La mission des députés consiste à contrôler l'action du gouvernement. D'abord, donc nous savons que le gouvernement, qui dit le gouvernement, parle de l'exécutif. Et l'Assemblée, c'est la seule l'Assemblée dans ses prérogatives. Il ne revient pas aux députés de contrôler l'action de la justice ou de ses acteurs. Ça, c'est une aberration. Voilà pourquoi je dis que dans la Constitution, il est dit que dans ses dispositions à l'article 92 et suivant, à l'article 88 et suivant, il est dit que le juge ne doit obéir, c'est-à-dire les magistrats ne doivent obéir qu'à l'autorité de la loi. Donc, je trouverais mal un député vienne dire que voilà, il veut auditionner un magistrat. Est-ce qu'un député a la prérogative ou les dispositions, ou est la disposition qui confère à un député d'auditionner un magistrat, de surcroît, un magistrat de rang du Conseil constitutionnel? Ça, c'est une aberration. Voilà pourquoi je dis que cette commission-là, vraiment, c'est une commission mornée. Le PDS, qui soupçonne les magistrats du Conseil constitutionnel d'avoir été corrompus, a reçu l'appui de la magistrature. La commission doit être installée donc. Mais pour le spécialiste du droit parlementaire Alain Soiré, les députés frappent à la mauvaise porte. Bon, à quoi sert le Conseil supérieur de la magistrature? En tout cas, j'attends de voir est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de cette logique. Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a pas cette prérogative en vertu de la séparation du pouvoir de convoquer des magistrats. À plus forte raison, surtout si peut-être ces magistrats qui sont accusés siègent au niveau du Conseil constitutionnel, qui apparemment est la plus haute instance. Vous n'allez pas me dire qu'ils vont convoquer le président du Conseil constitutionnel, M. Badio Camara, pour l'entendre sur ces questions. Que faire alors si les faits sont avérés? Porter plainte, souligne un autre juriste. Mais les magistrats ayant le privilège de juridiction ne rendent compte que devant la Cour suprême. La procédure, là, c'est le parquet général qui se saisit de l'affaire. Installation ensuite d'une commission d'instruction et jugement, le cas échéant, devant la Cour suprême. Mais notez que
le procureur général n'est pas sous l'autorité du ministère de la Justice, ce qui pourrait compliquer la tâche si le ministère de la Justice émet des ordres de poursuite via le procureur. Mohamed Aloumba, en tout cas les députés de Taxawu Sénégal, eux, ils se disent surpris par la célérité avec laquelle le bureau de l'Assemblée nationale s'est saisi de l'affaire des soupçons de corruption contre des membres du Conseil constitutionnel. Cela prouve que la loi de la majorité mécanique règne à l'Assemblée. Ces parlementaires de Taxawu Sénégal soutiennent toutefois la proposition de leurs collègues libéraux. L'un d'eux, Babacar Abambaye. Lorsque nous étions dans un autre groupe, nous-mêmes, nous avions participé à l'écriture de plusieurs demandes de commission d'enquête qui n'ont pas du tout été acceptées, qui ont été rejetées. Donc c'est très surprenant que cette fois-ci, qu'un groupe de l'opposition demande une commission d'enquête et ce soit accepté. Donc c'est un fait qui est totalement nouveau pour nous. Mais aussi c'est un peu pour nous l'occasion de démontrer aussi à l'opinion que quand certains aussi disaient qu'ils avaient déposé une loi portant modification du code électoral avant le dialogue et que ça n'a pas été accepté et que c'était synonyme d'acte pour certains deals, cela montre que c'est faux. À l'Assemblée, ce qui marche, c'est le fait majoritaire. Aujourd'hui, l'opposition n'est pas majoritaire à l'Assemblée. La preuve, nous n'avons, durant les 2 marathons budgétaires qu'on a fait, aucun budget n'a été rejeté. Nous avons déposé une motion de censure. Personne n'a voté cette motion de censure-là. Est-ce que vous, les députés de Taxawu Sénégal, vous soutenez cette initiative des députés libéraux qui demande la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour des soupçons de fraude contre des membres du Conseil constitutionnel? Mais nous la soutenons non pas parce que ça ne signifie pas que nous sommes en train de dire que les accusations sont avérées. Nous la soutenons parce que par principe, la démocratie, le Parlement est le cœur battant de la démocratie. Lorsque une décision du Conseil constitutionnel n'est pas susceptible de recours et que Wallu décide de déplacer le débat au niveau du Parlement, au niveau du lieu par excellence du débat parlementaire, du débat démocratique, je pense que nous faisons que souhaitons cela. Espérons seulement que cette commission d'enquête parlementaire-là sera une jurisprudence pour qu'à l'avenir, lorsque les majorités seront étriquées ou élargies, que les gens puissent accepter les commissions d'enquête comme des moments importants de clarification, de contrôle de l'action gouvernementale, de contrôle tout court et qui relève des pouvoirs du Parlement. Et puis, pour la présidentielle de février prochain, notez que la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal donne une conférence de presse mercredi 31 janvier prochain. L'UE va déployer 32 observateurs de longue durée qui vont se rendre dans toutes les régions du pays pour superviser le déroulement du scrutin du 25 février prochain. Midi 13 minutes. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La Société des infrastructures de réparation navale de Dakar, actuellement en tournée dans le département de Mbour, la CIRN tente de convaincre les pêcheurs à adopter les pirogues en fibre de verre, mais aussi à la dissuader à la pratique de la pêche avec le monofilament. Salou Samb demande par ailleurs à l'État d'accompagner les acteurs du secteur pour une transition vers la pêche semi-industrielle. Ndeye Mati Dieng. Cette tournée dans toutes les régions maritimes du Sénégal, c'est pour sensibiliser les pêcheurs sur les avantages de ces pirogues modernes. Salou Samb, directeur général de la Société des infrastructures de réparation navale de Dakar, CIRN. Je pense que les pêcheurs vont comprendre qu'avoir une pirogue en fibre de verre est plus rentable que d'avoir une pirogue en bois. Parce qu'il y a moins d'entretien, moins d'argent à mettre pour le gasoil, pour tout. Et donc, sur 2 ans, la pirogue est amortie, alors que cette pirogue-là peut durer 20 ans. Convaincu de la bonne qualité de ces pirogues en fibre de verre, Elhadji Diouf Ndiaye, président du collectif national des mareyeurs pour le développement du Sénégal, se dit prêt pour la modernisation de la pêche. Cependant, pour lui, il faudra aussi trouver des solutions pour les multiples difficultés du secteur. Nous savons tous que le secteur de la pêche est confronté à d'énormes difficultés, raison pour laquelle nous avons essayé de chercher des financements pour un peu soutenir les acteurs. Salou Samb donne quelques pistes de solutions. D'abord, les acteurs eux-mêmes. Il y a un comportement responsable que les acteurs doivent avoir pour la préservation de la ressource. L'abandon des filets dormants, des monofilaments, ce sont des tueurs permanents qui sont dans la mer et qui tuent même quand ils ne pêchent pas. L'abandon aussi de la pêche des juvéniles. Il faut que l'État migre de la pêche artisanale vers la pêche semi-industrielle. La rareté du poisson, situation qui s'aggrave chaque jour un peu plus, était aussi au centre des discussions. Pour le président du conseil départemental de Mbour, Salou Samb, le Sénégal doit investir sur l'aquaculture. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. Ndeye Mati Dieng, convention État-employeur, les entreprises bénéficiaires s'engagent à garder les jeunes enrôlés
avec des CDD, contrats à durée déterminée. Les jeunes concernés doivent leur salut à l'Agence italienne de la coopération au développement. Elle a décidé donc de prendre en charge une partie de leur salaire dans le cadre du projet PASPED 1 et 2, projet qui lutte contre le chômage des jeunes. Abdou Diouf Diagne, notre correspondant à Rufisque, a assisté à l'atelier qui s'est tenu sur la question, atelier organisé par la direction de l'emploi. Les jeunes enrôlés dans le cadre du projet PASPED 1 et 2 peuvent pousser un ouf de soulagement. Ce projet qui lutte contre le chômage des jeunes va être pérennisé. Les jeunes qui étaient dans les entreprises dans le cadre de la convention État-employeur seront maintenus dans les entreprises avec un contrat à durée déterminée. Khadim Boit est la coordonnatrice de la convention nationale État-employeur. Le ministère de l'Emploi, à travers la direction de l'Emploi, qui aujourd'hui est là pour informer les chefs d'entreprise bénéficiaires du PASPED, vraiment des avantages de pouvoir vraiment maintenir les jeunes en CDD, donc dans le cadre de la convention nationale État-employeur. Donc le dispositif est venu en appui, pérenniser les acquis du PASPED. Une discrimination positive sera faite pour les personnes vivant avec un handicap. C'est pour faire de l'inclusion sociale une réalité. Donc toute entreprise qui veut vraiment revoir son quota en hausse, vraiment le nombre de jeunes insérés est dans l'obligation de prendre une personne qui vit avec un handicap, parce que vraiment l'inclusion aussi sociale est très importante dans le cadre de ce projet PGF. Les chefs d'entreprise sont informés des nouvelles modalités de prise en charge des bénéficiaires. Ils s'engagent à jouer pleinement leur partition. Mariama Wan. C'est une cause à laquelle je crois. C'est pour cette raison que je félicite l'ARD et la direction de l'emploi, parce que quand on m'a appelé pour ce projet, j'ai dit que ça venait à son heure et j'ai trouvé que c'est quelque chose de très utile. Rappelons que ce projet est financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, direction de la zone des Niayes, où les agriculteurs de Sao, Setamboro, affichent un sentiment d'inquiétude. Les sociétés minières font disparaître leur surface cultivable. Ajoutez à cela l'urbanisation galopante. Les maraîchers de la zone se sont retrouvés à Mboro pour lancer un message aux autorités. Et pourtant, Cheikh Anta Diop, le président Macky Sall avait demandé au ministre de l'Agriculture de protéger cette zone des Niayes à travers un plan de développement, mais jusque-là, rien. La rencontre de Mboro a permis à ces agriculteurs d'évoquer les difficultés liées à l'accès à la terre qui devient de plus en plus difficile. Cheikh Mbacké Mboup, le président de l'Union des sociétés coopératives agricoles de la zone des Niayes. Mais c'est un constat qui est là. On a parlé de la présence des industries, de l'exploitation industrielle, les industries chimiques, les industries minières. Toutes ces activités-là grèvent des terres agricoles. Sans compter maintenant l'urbanisation. On voit maintenant qu'il y a une viabilisation de la zone des Niayes. Et à terme, on se demande quel est l'avenir de la culture maraîchère dans la zone des Niayes, qui produit 61% de la production horticole du Sénégal. Ça risque de disparaître et ce sera une très grosse porte pour le pays. Il a été également retenu l'idée d'établir un plan de développement de la zone des Niayes. Et c'est pourquoi nous appelons encore l'État à mettre en œuvre, en tout cas 2 idées forcément que j'ai entendues personnellement de la bouche de M. le Président de la République, c'est d'avoir un plan de développement de la zone des Niayes pour protéger les zones de culture. Ndeye Fatou Ndaw de la société coopérative Thiatly a invité l'État à déclasser une partie de la zone de restauration. En déclassant ça, on nous met ça avec des périmètres aménagés. Ces périmètres aménagés-là, chaque propriétaire pouvait avoir un champ là-bas et y cultiver. Faire nos exploitations familiales dans cette zone-là. Selon ces maraîchers de la zone des Niayes, les intrants agricoles subventionnés ont nettement diminué cette année. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, midi 19 minutes, la suite du journal avec cette inquiétude des Saint-Louisiens face aux multiples rapts d'enfants. Le phénomène touche pratiquement plusieurs quartiers de Saint-Louis. Les acteurs éducatifs tirent la sonnette d'alarme et demandent aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour protéger davantage les enfants, surtout en cette veille d'élection. Ousseynou Diop. Ces derniers jours, les rumeurs sur les enlèvements d'enfants à Saint-Louis sont devenues très récurrentes. À la maison de la gare de Saint-Louis, où des adultes veillent sur le quotidien des enfants, l'alerte est prise au sérieux par les responsables, Ndiaye Diop et éducateurs spécialisés. Nous avons des informations des parents qui viennent s'inquiéter de la disparition de leurs enfants. Pour Issa Kouyaté, 2 cas de vol d'enfants ont été signalés à Pikine et dans son quartier d'origine. Un phénomène qui devient de plus en plus dangereux. Il y a eu un dara où une voiture s'est garée entre 3h le matin jusqu'à 4h le matin. Ils ont amené 2 enfants là-bas sur place. Les enfants, ils étaient en train de crier, mais personne n'est sorti. Ces acteurs sont très inquiets à quelques jours de la présidentielle. Ils alertent et demandent aux autorités locales
de veiller sur la sécurité des enfants. Disons que l'heure est grave et que les parents doivent être vigilants. Les acteurs de la protection également qui sont sur le terrain doivent être vigilants. À Saint-Louis, depuis quelques jours, les parents sont très inquiets. Et selon les autorités policières du commissariat central de Saint-Louis, la police est toujours aux aguets. Des dispositions particulières sont également prises pour veiller sur la sécurité des enfants. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. La poussière de ces derniers jours à Fatick, c'est la ruée vers les masques comme partout ailleurs. Là-bas, à Fatick, les autorités scolaires sont en train de faire le tour des écoles pour distribuer des masques. Aminata Goudiaby. De la poussière à perte de vue sur cette grande rue de la ville de Fatick. Par mesure de précaution, ce conducteur de moto Jakarta porte des lunettes et un masque. Sur le bord de la route, Fatouba marche avec des camarades de classe. Le masque légèrement baissé, cet élève au lycée Koumando Fendjouf traîne une maladie sensible à la poussière. Depuis avant-hier, je porte le masque pour me protéger. Non, j'ai la drépanocytaire. C'est pas bon pour les drépanocytaires. J'ai mis le masque pour me protéger. Dans les écoles, les habitudes ont également changé. Tout le monde porte un masque et c'est une dotation de l'inspection de l'éducation et de la formation. Adrien Korissen tient une classe de CM1 dans une école privée. Ce matin, le cours de sport s'est déroulé dans la cour de l'école au lieu du terrain habituel qui se trouve à l'extérieur. L'IEF a envoyé un lot de masques dans notre établissement dans le sens de protéger les élèves contre certaines maladies liées à la poussière. On a constaté qu'il y a des élèves qui étaient déjà dits enrhumés, asthmatiques. Bien donc, si on est doté de ces masques, c'est vraiment un acte vraiment que nous saluons. La direction de l'école veille au grain. Les élèves doivent porter ces masques. Le jour qu'on a reçu les masques, on les a distribués. Avant la descente, la sœur, elle a tenu à insister, à demander aux élèves de porter ces masques. Sur les ruelles, les vendeuses de nourriture couvrent la marchandise pour éviter certains microbes et selon les prévisions de la météo, le temps sera ainsi jusqu'en fin de semaine. Il faudra donc un peu de patience. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, et nous parlons de l'organisation de fan zone dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, le tribunal du commerce hors classe de Dakar a ordonné hier à la société Global Comsarl, dirigée par le député Ali Mané, d'organiser des fan zones. Et vous avez peut-être justement entendu la sortie d'Ali Mané sur cette antenne hier qui se félicitait de la décision, mais dans une note qui nous est parvenue tout à l'heure, eh bien les avocats de SD Consulting, mandataires de la RTS dans le déploiement des fan zones, affirment avoir interjeté appel et soulignent que cette décision rendue en référé n'a pas au principal l'autorité de la charge jugée et donc ne revêt qu'un caractère provisoire. Par conséquent, les avocats de SD Consulting estiment que la dite décision frappée d'un appel ne peut être de nature, en l'état, à conférer des droits à la société globale Comsarl puisque d'organiser des fan zones puisque toutes les voies de recours ne sont pas encore épuisées. RFM. L'actualité internationale. C'est avec Anna Rocha. Bienvenue Anna. Merci beaucoup Barthélémy Ngom. En Guinée d'abord, où Mamadi Doumbouya a été élevé au rang de général. Une élévation célébrée avec les commandements de toutes les unités du pays selon Africa News. Événement qualifié d'historique par la présidence guinéenne. C'est en effet une première depuis 1958. Le général Doumbouya a profité de l'occasion pour annoncer son retrait du commandement du groupement des forces spéciales, passant le flambeau à son adjoint. Au Mali, la junte au pouvoir annonce la fin de l'accord d'Alger avec effet immédiat. Annonce faite hier soir dans un communiqué. Les militaires expriment un grand mécontentement contre le voisin algérien. L'accord en question avait été signé en 2015 entre l'État malien et les groupes indépendantistes du nord du pays. Une décision saluée par certains Maliens, mais dénoncée par d'autres. Réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Zanga Abdoulaye Ouattara à Bamako. Il fallait tout juste voir les parties qui nous arrangent, on maintient ça. Il s'agit de l'État central du Mali, bien sûr. Et les parties qui ne nous arrangent pas, on essaie de surseoir à cela tout bonnement. Mais dire qu'il faut annuler tout l'accord, je ne suis pas de cet avis en un mot. Ce n'est qu'un coup de grâce, l'accord était presque
morts depuis décembre 2022. Pour rappel, les groupes armés, notamment la CEMA, avaient suspendu sa participation à l'accord depuis cette date-là. Donc jusque-là, donc, ce ne sont que des hostilités. Donc c'est juste un acte formel des autorités maliennes. Chacun de ces côtés-là essayait de prendre la partie de l'accord qui l'arrangeait. Donc il fallait vraiment mettre fin à l'accord-là parce que on ne peut pas l'appliquer. C'est salutaire parce que ce n'est pas la première fois que les autorités invitent la CEMA à un dialogue franc, sincère. Également les parties prenantes de cet accord, à savoir l'Algérie. Maintenant, je crois qu'ils ont pris une décision une bonne fois pour toutes pour mettre fin à l'accord. Et puis au Kenya, à Narosha, la police qui a dispersé une manifestation contre Israël à coups de gaz lacrymogène. Les organisateurs dénoncent cette répression policière puisqu'ils disent avoir reçu le feu vert des autorités. Les défenseurs des droits de l'homme du Kenya voulaient tenir une marche pacifique en guise de solidarité avec le peuple palestinien dans la guerre qui oppose le Hamas à Israël et qui a déjà fait plus de 25 000 morts. Au Ghana, 6 personnes ont été condamnées à mort pour tentative de coup d'État. Parmi les condamnés, 3 soldats, ils ont été reconnus coupables d'avoir fomenté un coup d'État contre le gouvernement en 2019. Cette condamnation à la peine de mort par pendaison est l'aboutissement d'un procès pour trahison qui a débuté en 2021. Merci beaucoup, Anna Rocha. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. Corruption présumée des juges du Conseil constitutionnel, le PDS obtient sa commission d'enquête parlementaire. La paire et les PDS font cause commune pour tirer au clair cette affaire, note l'AS. Pour faire valider la commission d'enquête, le PDS a déposé, je cite, un quart de preuve des audios explosifs sur la table du Parlement. Selon le quotidien, le PDS veut élucider le crime KRIM. Avec le bureau hier, la conférence des présidents s'est réunie cet après-midi. Le PDS frappe fort, note enquête, le parti de la Iwada a sorti l'artillerie lourde pour avoir la peau des juges du Conseil, écrit la publication. À une soirée, ancien député spécialiste du droit parlementaire dénonce une procédure inédite. Des soutiens d'Amadoba accusent un groupuscule bien identifié d'être derrière pour faire reporter le scrutin. En tout état de cause, le bureau de l'Assemblée nationale a validé à l'unanimité. Le journal Les Échos relève que la commission sera installée la semaine prochaine. Benno en place, Baragay présent, ex-Pastef absent, Lamine Thiam et Abdoulaye Diop votent tous pour le PDS. La conférence des présidents s'est réunie aujourd'hui. La commission des lois va suivre. Écarté de la présidentielle, le PDS joue les troubles faits, soutien du coup Al-Fadri. Tribune note que Macky a demandé aux députés de l'APR de soutenir l'action du PDS. Wadfis est invité à rentrer dans les meilleurs délais pour poursuivre le combat. Bougane Gueye Dany prend la parole dans son journal Tribune. Il soutient que le processus devra être réévalué. Conclusion du témoin. Les taux se resserrent autour de hauts magistrats du Haut Conseil constitutionnel. Sonko, lui, peaufine sa stratégie pour, je cite, faire passer le projet. Ousmane Sonko ont témoigné à l'heure du choix. Le journal Source A note en tout cas que si Bassirou Diomaye est choisi pour porter le projet, il risque de ne pas battre campagne. Mon confrère note qu'il y a plusieurs obstacles sur sa route. En tout cas, Macky Sall indique qu'il ne veut pas d'un report de la présidentielle. Il insiste selon Vox Populi qui a parcouru le communiqué de la présidence qui relève l'importance du déroulement de la campagne électorale et du scrutin présidentiel dans la paix et la sérénité. Pour la protection de la vie privée, Macky veut une régulation plus nette. Le chef de l'État qui présidait hier la cérémonie de la rentrée des cours et tribunaux souligne la nécessité d'adopter un autre cadre juridique, indique le quotidien Titre du Soleil. Le président indique la voie. Sport pour boucler CAN 2023, 8e de finale Sénégal-Côte d'Ivoire. Les Lions affichent la détermination et la sérénité absolue, énonce textuellement Le Soleil. C'est avec un groupe presque au complet à l'exception de Pape Gueye que les Lions se sont entraînés à l'annexe du stade Charles Konan Banny. Pape Gueye a senti une petite douleur au mollet. Le sélectionneur ne veut pas prendre de risques. Les titulaires ménagés. Pape Matar donne sa parole. Il dit l'objectif c'est d'avancer le plus long possible. Pour Abdoulaye Niakhaté, c'est une autre compétition qui démarre. Hier, Lamine Camara a été sacré meilleur jeune joueur des phases de groupe. El
tactico, meilleur coach. Les Ivoiriens entre espoir et doute notent toujours le soleil. Ils sont attendus à Yamoussoukro plus tard samedi. La rencontre, vous le savez, est prévue lundi à 20h. Temps universel. Bon lait à tous. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous ont offert votre revue de presse. Midi 30 minutes, fin de ce journal, présenté par Barthélémy Gomis, mise en onde Aliouba. Réalisation Anna Rochage et retour de l'info à 13h. Ce sera avec Eladji Ndiogou. Bonne suite de programme, le journal de la CAN avec nos équipes en Côte d'Ivoire. Vous voulez suivre la CAN en Côte d'Ivoire? Le groupe Kalimo Consulting vous transporte, héberge et vous offre des excursions au pays des éléphants. Groupe Kalimo Consulting, contact 77 240 37 44 77 240 37 44. Kalimo Consulting Group vous offre le jour. Actualité des Lions. L'actualité des Lions, ces Lions du Sénégal qui ont repris donc hier leur séance d'entraînement. Pour rappel, Pape Gueye n'était pas présent et Youssouf Sabali s'est lui entraîné à l'écart. Au programme ce vendredi et samedi, des séances à huis clos. Aliou Cissé referme les portes de la tanière pour la préparation de ce huitième de finale face à la Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, la Confédération africaine de football a, elle, élu le jeune milieu de terrain sénégalais Lamine Camara comme plus jeune joueur, le plus performant de la phase de groupe de cette grande messe du football africain organisée en Côte d'Ivoire. Pour sa première participation à une phase finale de CAN, Lamine Camara n'a pas fait de détails. Le jeune Messin a inscrit un doublé face à la Gambie lors de la première journée de cette compétition. Une dissection qui a également fait plaisir au groupe. Pape Matar Sarr trouve que c'est bien mérité et il espère que ce ne sera pas la dernière. Je vous propose de l'écouter. Oui, c'est une source de motivation parce que tu sais, Lamine, c'est un joueur que j'apprécie bien. Et comme je lui dis, j'aime bien jouer avec lui parce qu'il est généreux, il nous fait beaucoup de bien. Et voilà, je lui souhaite beaucoup de bonnes choses et essayer de continuer sur cette lance. On est là, on travaille, le groupe vit bien et on a les pieds sur terre. On continue à travailler et essayer de garder notre objectif qui nous a ramené ici, c'est aller le plus loin possible. Et parlons toujours de l'équipe. Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Edouard Mendy et Krépin Diatta sont les 4 joueurs à avoir disputé l'intégralité des 3 rencontres de ces phases de poule. Focus sur un d'eux, à savoir Krépin Diatta, le monégasque qui s'est parfaitement adapté à son nouveau poste de piston droit. Son apport a été bien apprécié par les observateurs. Interrogé ici par Youssouf Bodian. Pour sa deuxième CAN après 2019, Krépin Diatta est déterminé à aider le Sénégal à décrocher sa deuxième étoile, quel que soit le poste qu'il occupe. C'est une compétition qui est très très importante, notamment pour nous les Sénégalais, mais aussi pour moi en tant qu'acteur, parce que c'est ma deuxième compétition, sachant que j'ai loupé celle précédente à cause d'une blessure. Voilà, aujourd'hui je remercie le bon Dieu, je suis là, je suis un acteur de cette compétition et j'espère qu'on va continuer à écrire l'histoire de notre pays de la plus belle des manières. Parce que voilà, je représente le Sénégal. La prestation et surtout l'engagement de Krépin Diatta a convaincu journalistes et supporters. Krépin aurait dû nous dire que c'est un latéral de métier. On a commencé avec lui parce qu'il était sur le flanc droit en tant qu'ailier. Bon, maintenant, il fait une bonne prestation en arrière droit. Je pense que il est en train de faire son bac. Malang Sané, journaliste sportif à mode freelance. Je trouve que Krépin Diatta, c'est actuellement l'homme fort quand même de cette équipe depuis le début de cette compétition. Et quand tu regardes Krépin Diatta jouer, tu sens carrément qu'il a envie d'aller loin.
Et quand tu regardes ce qu'il est en train de faire, tu sens carrément qu'il est animé de cette détermination-là d'aller conquérir un trophée final. Krépin Diatta, au poste de piston droit, devrait encore être dans le 11 du Sénégal qui affronte la Côte d'Ivoire ce lundi en 8e de finale. Youssouf Bodjon, Yamoussoukro, RFM. Youssouf Bodjon, à présent une analyse concernant les 48 prochaines heures du groupe. Allo Coach. C'est donc Allo Coach, l'avis d'un technicien avec Mounir Issa Sonko. Grosse affiche à suivre pour le Sénégal qui retrouve donc la Côte d'Ivoire en 8e de finale de cette CAN. Aliou Cissé et ses hommes referment les portes de la tanière. Le groupe va s'entraîner à huis clos ce vendredi et samedi. La question, c'est dans quel but? Qu'est-ce qu'il peut bien travailler avec le groupe? Le mental, les tactiques ou bien les tirs au but? Voici la réponse d'Issa Mounir Sonko. Je pense que c'est quelque chose de légitime et c'est une décision très sage. Dans la mesure où aujourd'hui vous êtes dans un pays étranger et vous jouez le pays hôte, donc il va falloir se cacher le maximum possible pour mieux affecter ses armes. Parce qu'aujourd'hui l'équipe du Sénégal, quoi qu'on puisse, est une équipe qui quand même a pu évoluer sous différentes animations, sous beaucoup de schémas. Donc à part de cela, il ne faudrait pas donner des pistes, il ne faudrait pas donner des indices aux Ivoiriens afin de leur permettre de faciliter la préparation de ce match. Aujourd'hui l'équipe du Sénégal, quoi qu'on puisse, a pu jouer quand même sur différentes animations. Et maintenant à part de cela, et notamment le dernier match, on a vu que le militaire a été remodelé, ainsi que la défense. Et maintenant, à part de cela, si l'entraîneur adverse se prépare, il ne saurait pas comment s'y prendre, pour quel bout s'y prendre. Parce qu'il ne saurait pas qui devait être par exemple à défense, qui sera au milieu, qui va accompagner qui, ainsi que pour l'attaque. Donc à partir de ce moment, vous ne rendez pas la tâche difficile à l'entraîneur adverse. Et à partir de ce moment aussi, vous pouvez travailler sur le plan tactique, tout ce que vous voulez. À ce stade de la compétition, ce qui est de mise, ce n'est pas le travail, la condition physique, ni quoi que ce soit, mais plutôt l'aspect purement technico-tactique, surtout l'aspect tactique. Parce qu'aujourd'hui, cette équipe du Sénégal, quoi qu'on puisse dire, elle a une certaine maîtrise technique et le côté tactique aussi serait bien de s'y accentuer. Parce que quoi qu'on puisse dire, et que cette équipe aussi doit travailler certains domaines, notamment les coupés arrêtés, les balles aériennes défensives au niveau de l'équipe du Sénégal doit être mieux appréhendée et savoir comment on devrait davantage s'accentuer sur ce qui nous reste. Maintenant, prendre ces décisions de s'entraîner à huis clos ces 2 prochains jours, je pense que c'est une décision très sage. Elle tombe à point nommé. Issa Mounir Sonko, et on peut bien en profiter pour parler de l'Association internationale de la presse sportive, section Afrique, qui a organisé la première édition des prix AIPS. Le Sénégal a remporté le prix radio à travers Saïkou Saïdi, journaliste à E-Media. Il a reçu un trophée et un chèque d'1 million. Solekiam nous en dit plus. C'est la joie totale des confrères sénégalais qui étaient présents à la cérémonie, mais pas autant que le lauréat Saïkou Seydi de E-Media qui revient sa production. Je suis très heureux, c'est une chance justement de finir premier, juste que peut-être il y a une particularité que les jurys ont trouvé dans notre travail qui consistait à revoir un peu l'environnement justement du football sénégalais à travers le recyclage. Parce qu'en réalité au Sénégal on ne prend pas en compte tout ce qui est plastique, tout ce qui est bouteilles qui sont utilisées par les clubs. Il n'y a que Génération Foot qui avait construit un bâtiment pour avoir une machine afin de recycler les sachets en plastique, les bouteilles en plastique et les maillots. C'est un honneur en tout cas que le travail d'un jeune reporter soit reconnu par un jury aussi expérimenté, le doyen, le docteur Mamadou Koumé entre autres. Le jury a reçu 67 productions issues de 19 pays. Le président de l'AIPS Afrique veut que cet événement soit pérenne. Abdoulaye Thiam. Jadis, on n'avait pas l'habitude de récompenser l'excellence. On avait souvent l'habitude de parler des autres. Et aujourd'hui, récompenser la presse sportive reste tout simplement une excellente chose. Surtout qu'il y a beaucoup de papiers qui ont un impact économique dans la vie de la société africaine. Et nous avons trouvé un bon partenaire dans la structure de AGL qui est aujourd'hui représentée un peu partout en Afrique, mais aussi avec la Confédération africaine de football. Et j'ose espérer que cette collaboration elle va continuer, elle va se fructifier. En dehors de ce prix-là, nous avons chaque lauréat va recevoir 1 million de francs CFA. Ça c'est une première. J'ose espérer que en 2025, quand nous allons faire la 2e édition, on aura beaucoup plus d'argent, comme ça on va récompenser davantage encore. Saïkou Seydi, qui a remporté le prix radio, est aussi finaliste pour le prix télé, remporté par le Burkina Faso. Le prix presse écrite va au Nigeria et le prix web au Cameroun. Dans cette catégorie web, la journaliste Aïssatou Diène du Sénégal est aussi finaliste. Solekiam, à présent, parlons des autres actus de cette CAN. Autre actu.
89 buts ont été marqués lors des 36 matchs de la phase de poule, dont 9 sur penalty et 3 contre son camp. Le plus lourd score sur une défaite demeure celle subie par le pays hôte face à la Guinée équatoriale, 4-0, un score également infligé par l'Afrique du Sud face à la Namibie. 21 victoires, 15 nuls, dont 3-0-0. Quant au meilleur buteur, Emilio Nsue de la Guinée équatoriale répond à l'appel avec 5 buts au compteur en phase de groupe. L'attaquant de 34 ans se place derrière Laurent Pokou, seul à faire mieux lors d'une phase de poule de CAN. C'était en 1970 avec 7 buts. Avec 2,47 buts par match, la CAN 2023 affiche son ratio le plus élevé à ce stade de la compétition depuis l'édition 2012 avec 2,54. Il faut dire que ce chiffre s'était quelque peu effondré dernièrement, 1,89 en 2021 et 2019, 1,88 en 2015. Une autre stat va dans ce sens, il n'y a que 8% de 0-0 pour le moment, ce qui est là aussi le pourcentage le plus faible depuis 2012. Parmi les autres équipes qualifiées, le Nigeria surprend en raison de son potentiel offensif insuffisamment exploité. Malgré un total de 6,9 buts attendus, seulement 3 buts ont été inscrits par les Super Eagles accompagnés par Victor Osimhen. Les ratés devant le but concernent aussi la RD Congo qui n'a marqué que 2 fois. Les chiffres doivent alerter les supporters de l'Égypte. Les Pharaons font preuve de grosse qualité sur le pressing. Avec 25 récupérations, l'Égypte a le meilleur total de récupération haute, mais pêche en défense avec 4 buts de trop encaissés par rapport aux occasions subies. Leur taux de tir arrêté est le plus faible de la compétition avec la Guinée, seulement 25%. Quant à l'Algérie, sa sortie surprise s'accompagne d'un paradoxe. Les Verts ont terminé la phase de poule avec la plus grande possession moyenne par match, 68,5%. Au total, 114 cartons ont été distribués par les arbitres, parmi lesquels 110 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Momodou Omar Baye, on espère qu'on aura également du spectacle. Marocain, écoutez.
Hakim Ziyech, qui a donc bien été remercié par les éléphants de la Côte d'Ivoire, surtout les supporters. C'est la fin justement de ce journal de la CAN numéro 26 avec ces remerciements de la Côte d'Ivoire envers Hakim Ziyech. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à ceux-là qui nous ont accompagnés, Youssouf Bodian, Soretiam, Mamoudou Omarba, Issa Mounir Sonko. Un grand merci également à la technique du côté de Dakar. Journal de la CAN numéro 26, Pape Malik Diaw était à la présentation depuis Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro, toujours sur la radio Futur Média. Merci beaucoup. Vous voulez suivre la CAN en Côte d'Ivoire? Le groupe Calimo Consulting vous transporte, héberge et vous offre des excursions au pays des éléphants. Groupe Calimo Consulting, contact 77 240 37 44 77 240 37 44. Calimo Consulting Group vous a offert le journal de la CAN. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la Ziara. La communauté omarienne est à pied d'œuvre. Le congrès annuel de la Ligue islamique des oulémas, dénommé Rabita, s'active pleinement pour une bonne organisation de cet événement religieux. Une association créée par Feu Thierno Mountaga Tall, père de Thierno Madani Tall, actuel calife de la famille de Thierno Seydou Nourou Tall. Il s'agit pour la association de travailler et d'apporter des solutions aux préoccupations de la Oumma islamique. Suivant le reportage de Papa Ibrahim Ndiaye. Perpétuer les œuvres de Thierno Seydou Nourou Tall et du Saint-Coran reste la mission phare de la Rabita. Mamoudou Aboudjigou, membre de la Rabita et de la jeunesse omarienne, revient sur la création de cette association. La Rabita, c'est une association qui a été créée par Thierno Mountaga de son vivant, donc pour répondre à toutes les questions religieuses qui ont trait à la religion. Donc toutes les questions, toutes les préoccupations de la Oumma islamique dans sa plus grande aventure, elle va Rabita Bresque, compose des oulémas qui sont des Fouta, de la sous-région, dans tous les continents. Cette association ne cesse de vulgariser les œuvres d'Elhadj Omar Foutiyou Tall, incarnées par Thierno Seydou Nourou Tall. La Ziara, elle a été initiée par Seigneur Abdelaziz. Il a demandé à Thierno Seydou Nourou de l'envergure de ses œuvres et l'immensité des œuvres de Cheikh Omar Foutiyou Tall, prônées par Thierno Seydou Nourou Tall. Il fallait que cette Ziara soit édifiée, soit faite pour quand même vulgariser pour l'accessibilité des œuvres de Elhadj Omar Foutiyou Tall qui ont été portées par Thierno Seydou Nourou Tall et son fils Thierno Mountaga Dahar qui sont tous enterrés ici. Thierno Seydou Nourou est décédé en 1980, Thierno Mountaga le 12 janvier 2007. Elle participe activement au bon déroulement de la Ziara chaque année. La Rabita, son rôle c'est répondre. C'est un comité scientifique qui est là pour préparer les thématiques religieuses. La Ziara, c'est aussi le volet sanitaire avec des visites médicales gratuites qui peuvent se faire sur 5 sites. Et la nouveauté cette année, c'est l'installation de 2 unités pour mieux répondre à la demande croissante des pèlerins. Salimataou. Le volet médical est bien pris en compte dans l'organisation de cette 44e édition de la Ziara de la famille omarienne. Des journées de consultation gratuites ont démarré, une opportunité pour les pèlerins de faire un bilan sanitaire pendant ces 4 jours. Dr Mati Diouf, médecin-chef du district sanitaire de Dakar. C'est un mouvement de population, donc, et c'est une activité d'envergure même internationale. Donc ça donne l'opportunité vraiment aussi de délivrer des soins et pour les pèlerins qui viennent au niveau des différents sites qui sont identifiés. Donc pour en savoir plus, c'est le site du mausolée, le site situé au niveau du stade Iba Mar Diop, le site au niveau de la maison du Khalif. Il y a aussi le site au niveau de la maison de l'imam du mausolée. Pour cette année, des innovations majeures sont notées, notamment l'installation d'une unité dentaire et de radiologie pour une meilleure prise en charge. Nous avons quand même initié cette année vraiment de diversifier parce qu'il y a l'unité dentaire qui sera disponible ici au niveau du site du stade Amadou Barré. Il y a aussi l'unité de la radiologie donc qui sera fixée au niveau du mausolée. Actuellement, comme vous le constatez, déjà il n'est pas encore 14 heures et vous voyez qu'il y a un rush et le personnel est déjà là depuis 8 heures, vraiment pour essayer de répondre aux besoins des pèlerins. Les pèlerins bénéficieront des médicaments gratuits, mais aussi d'un suivi surtout chez les patients avec des pathologies chroniques.
Salimata, vous avez aussi tendu votre micro aux pèlerins qui trouvent très bénéfique ces visites médicales. Ils prient pour une pérennisation de ce geste. Écoutons leur réaction. Je viens de Tambacounda, je rends grâce à Dieu, je suis très heureux d'être ici. C'est vraiment une opportunité, ces visites médicales. Je viens chaque année effectuer la ziara et j'en ai profité pour rencontrer ces spécialistes. Que le bon Dieu les accompagne, c'est vraiment bénéfique. Nous sommes venus ici pour implorer le Tout-Puissant. Nous avons eu la chance de rencontrer des médecins pour nous faire consulter. Tout cela, c'est pour notre bien. Que le Tout-Puissant nous accorde une bonne santé. Je suis très heureuse. Ces temps-ci, j'étais mal en point et j'ai tenu à être présent ici à la mosquée. Heureusement qu'il y a une équipe médicale. C'est magnifique ce geste. Le groupe Futur Média était hier chez le Khalif, 250 packs d'eau et une enveloppe d'argent remis aux guides religieux. Le groupe Futur Média a également mis à la disposition de tous ses supports pour une large couverture médiatique de l'événement. Pour sa part, Thierno Madani Tall a prié pour le groupe et a magnifié son travail. Le Khalif a par ailleurs rappelé ses relations avec Youssou Ndour. Abdelaziz Mbaye, porte-parole de la délégation, au micro d'Amadou Sabarba. Nous sommes venus porter du message du président directeur général du groupe Futur Média Youssou Ndour, qui a instruit à tous ses directeurs de construire une délégation pour venir quand même apporter notre soutien, notre engagement auprès du Khalif Thierno Madani Tall. Nous sommes venus comme on le faisait chaque fois pour apporter notre contribution, qui consiste en nature, en eau et une enveloppe dont je tairai le montant. Vous savez qu'au début de sa rentrée politique, il était venu ici demander la permission à Thierno Madani pour faire la déclaration sur sa participation à la candidature de la présidence de la République avec le mouvement Fekke Matigolé. Et le Khalif lui a fait l'honneur de venir à l'inauguration du siège qui se trouve à quelques encablures d'ici. Donc par reconnaissance à tout le monde et par fidélité, nous sommes venus le représenter. Youssou Ndour nous a demandé de dire au Khalif que toutes les structures du groupe Futur Média sont là. Il y a la radio que vous représentez, le site internet, le journal, la TFM, pour couvrir l'événement comme on le faisait chaque année. Nous sommes les premières télévisions à couvrir les événements religieux en direct partout au Sénégal. Donc, comme on le faisait chaque fois, c'est de bonne guerre que nous sommes venus aujourd'hui pour dire merci au Khalif, mais aussi pour lui témoigner notre accompagnement vers ce grand événement. Et c'est la fin de ce journal de la Ziara dédié à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall. Merci à toutes et à tous, spécialement à l'équipe de la RFM, Salimata Aou, Papa Ibrahim Ndiaye, Abdoulaye Diop à la technique, à la présentation Seydou Nourouba, Atma.